Isa et Jean-Hervé, un peu partout en ce moment, c'est un peu la course à l'approvisionnement de vaccins Covid-19. On observe une sorte de compétition entre les gouvernements pour mettre les mains sur la plus grosse quantité possible de vaccins. Il y a plusieurs vaccins, eux aussi quelque part en compétition entre eux. Et dans cette situation, les pays souvent défavorisés ou les plus pauvres restent un petit peu au fond de la file et ils sont les derniers à pouvoir avoir un espoir de recevoir de doses de vaccin. Donc en ce moment, quelle est un petit peu la position des MSF dans nos pays d'intervention? Qu'est-ce qu'on observe et en fait, qu'est-ce qu'on souhaite? Ce que nous cherchons à faire, c'est que le personnel de santé et le personnel qui travaille en première ligne à la prise en charge de cette épidémie de Covid-19 soient vaccinés. Alors pourquoi le personnel de santé? Pour plusieurs raisons. Bon, évidemment, individuellement, pour éviter qu'ils tombent malades ou qu'ils décèdent, ça c'est la raison principale. Ensuite, parce que ce qu'on essaye aussi d'éviter, c'est que les hôpitaux ne deviennent des lieux de propagation de l'épidémie. Et la vaccination du personnel peut participer à atteindre cet objectif. Et la troisième raison pour laquelle nous demandons des vaccins pour le personnel de santé, c'est parce que dans l'environnement actuel, ça nous semble faisable. Faisable pourquoi? Parce que le personnel de santé, finalement, ce ne sont pas des nombres si importants de personnes. Par exemple, pour le Malawi, on cherche à obtenir des doses pour 40 000 staff. Et dans cet environnement de très très forte tension sur le vaccin, ça nous semble réaliste. Et donc pour conclure, je dirais deux choses en fait. Ce que l'on voudrait, c'est éviter une hécatombe parmi le personnel de santé avant que les vaccins n'arrivent en masse dans les pays. Ça, c'est une chose. Et puis la seconde chose que l'on voudrait aussi éviter, c'est que certains pays utilisent les vaccins pour atteindre des objectifs, par exemple, d'immunité collective, alors que dans d'autres pays, le personnel prioritaire, le personnel de santé ou les personnes avec des facteurs de risque de sévérité n'est pas encore pu être vacciné. D'accord. Et on parle par conséquence d'un besoin au niveau mondial global qui en ce moment semble dépasser la capacité en fait. Et c'est ça qui met un peu les pays, les gouvernements en concurrence. Et comme Isa le disait, on observe des pays qui sont déjà en train de parler d'immunité collective alors que les plus vulnérables et le personnel de santé dans d'autres pays n'ont pas encore accès au vaccin. Quels sont les facteurs en fait qui limitent l'accès au niveau global, au niveau mondial? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt lié à un comportement des gouvernements ou plutôt aux côtés de la production, aux producteurs de vaccins? Ce à quoi on assiste vraiment aujourd'hui, c'est que tout le monde essaye d'acheter les mêmes produits à l'échelle mondiale. Donc effectivement, il y a pas assez pour satisfaire toutes les demandes. Je rajouterais 1 mois et demi après que les autorisations de mise sur le marché étaient données, donc un temps vraiment incroyablement court. Donc il y a un phénomène qu'on connaît bien dans toutes les situations de catastrophe. Là, c'est des vaccins, mais dans d'autres situations, c'est des tentes et des abris, par exemple, où tout le monde veut acheter chez les mêmes fournisseurs dans un dans un délai très court. Donc, il faut quand même aussi se souvenir que, en général, ces situations, si on les regarde évoluer, au bout de quelques mois ou au bout d'un an, c'est plutôt une surproduction à laquelle on assiste, si tu veux. La relative pénurie de départ va probablement se terminer en surproduction à la fin de l'année 2021, avec des vaccins dont on n'est pas sûr de savoir que faire, puisque si les variants sont moins sensibles à la vaccination, variants britanniques ou sud-africains ou brésiliens, eh bien, qui aura envie de consommer les vaccins qui ne protègent pas contre ces variants cette année? Donc, on va être entre la crise de sous-production et la crise de surproduction dans des temps assez courts.
Donc il y a un problème de mise à l'échelle de la production au niveau mondial et un problème de variabilité, de risque. Il y a un problème industriel. Ça s'est jamais fait de produire autant de vaccins en un temps aussi court dans l'histoire des pratiques médicales, des pratiques de santé publique. Donc il y a une incertitude sur la capacité des industriels à le faire. Et on doit ajouter que probablement c'est assez légitime que les gouvernements s'en mêlent pour vérifier que les entreprises privées qui produisent des vaccins sont vraiment bien dans la direction de couvrir les besoins de santé publique. Mais par exemple, nous, les conditions de production industrielle, les capacités de production, etc., c'est un domaine qui nous est largement étranger, hein, donc sur lequel on a du mal à dire quoi que ce soit. Et tu disais aussi un risque de variante, donc d'évolution du virus qui finalement rend le vaccin pas forcément efficace. Il y a plusieurs régimes d'incertitude. Il y a un régime biomédical, celui que tu viens de mentionner. On ne sait pas si un vaccin efficace aujourd'hui il sera encore à la fin de l'année. Et les vaccins n'ont pas toutes les mêmes performances. Il y a aussi certains ont des effets secondaires assez marqués, d'autres pas. Il y a les paramètres de conservation de chaînes de froid qui sont différents d'un vaccin à un autre. Donc il ne faut pas perdre de vue non plus les autres approvisionnements autres que les vaccins, c'est-à-dire l'approvisionnement en oxygène, l'approvisionnement en traitement contre le virus. Il y a tout un groupe d'armes biologiques finalement pour lutter contre le virus, mais qui est très instable. Et cette instabilité, elle est normale à ce stade de l'histoire. On est vraiment au début d'une histoire. Donc, et cette instabilité biomédicale, elle se double, d'une inconnue industrielle, et puis d'un manque de clarté politique que vous avez déjà souligné, Isabelle et toi. C'est-à-dire, quelles sont les personnes qui doivent être considérées comme prioritaires. Nous, on dit les soignants, mais j'écoutais Isabelle rajouter à la fin, les soignants, aussi quelques cohortes de patients chroniques. Par exemple, même, je sais pas, en Afrique du Nord, les cohortes de diabétiques sont très importantes et le diabète est un problème de santé publique important. Donc, ça serait dommage que ces patients-là qui sont à risque soient pas vaccinés rapidement et que l'essentiel des vaccins soit absorbé à d'autres buts, quoi. Comme disait Isa, par exemple, pas procéder vers l'immunité collective dans un pays A, alors que dans d'autres régions, on est encore loin. Sacrifier le personnel soignant des pays les moins nantis et quelques cohortes de patients chroniques pour une hypothétique immunité collective dans des pays qui ont beaucoup plus de moyens. Alors justement, il va y avoir, il y a plusieurs phases, plusieurs étapes. Aujourd'hui, je pense que rendre disponible le vaccin pour le personnel médical dans des pays, notamment en Afrique, où l'épidémie est présente et encore en train d'augmenter, ça me semble être vraiment le minimum, quoi. Et à nouveau, je pense que c'est, même dans un marché hyper tendu comme c'est le cas aujourd'hui, je pense que c'est faisable. De nouveau, l'exemple du Malawi, voilà, 40 000 staff, c'est faisable. Mais après, c'est pas la seule population prioritaire, c'est sûr, quoi. Je rebondis sur ce que tu disais, les personnes avec des facteurs de risque, de sévérité dans les pays où on travaille seront aussi une cible prioritaire pour la vaccination, quoi. Et aujourd'hui, là, tout de suite, ça me semble plus réaliste de mettre nos efforts uniquement sur le personnel médical, mais vraiment, moi, je garde vraiment en tête aussi la deuxième catégorie, quoi. Et à nouveau, on va voir au niveau du monde, mais aussi au niveau des pays, comment ces vaccins vont se distribuer en fonction des différents types de populations. Et ce qu'on va regarder, c'est qu'ils aillent toujours en priorité pour les personnes à risque, quoi, les personnes les plus exposées, quoi. Justement, refaisons un pas en arrière et reprenons cet aspect qui est important parce que avec les problèmes de capacité de production sur l'échelle globale, comme vous l'avez dit, il faut être réaliste et il faut cibler des objectifs atteignables.
Donc, Isa, tu faisais un exemple d'un pays où MSF intervient. Est-ce qu'on peut prendre pour l'instant cet exemple pour expliquer un petit peu justement comment MSF se positionne par rapport à quels sont les objectifs réalistes et quel rôle MSF peut jouer justement pour soutenir les gouvernements de ces pays? Et dans quasiment tous les pays de notre portfolio, donc presque une trentaine de pays, on a sur les terrains des équipes qui sont mobilisées autour de cette épidémie. Alors ça dépend, on a des actions différentes, mais dans plusieurs pays, on a participé à la prise en charge des patients sévères hospitalisés, par exemple. Donc la première chose que l'on essaie de faire sur la vaccination spécifiquement, c'est de proposer au ministère de la Santé de les aider à mettre en place leur chaîne de froid. Par exemple, simplement ça. Le vaccin, très peu de pays d'Afrique ont demandé le vaccin de Pfizer, par exemple, parce qu'il nécessite une chaîne de froid à moins 80 degrés qu'ils n'ont pas. Mais pour vacciner le personnel médical, pour vacciner 20 000, 30 000, 40 000 personnes, on peut réellement les aider, mettre à disposition cette chaîne de froid et travailler avec eux. Donc ça, c'est une des premières choses que l'on fait, que l'on commence à mettre en place. Et puis la seconde chose sur laquelle on a travaillé, c'est finalement se mettre en contact avec les différents fabricants pour voir les différents producteurs de vaccins, pour voir si oui ou non il y avait une possibilité pour nous d'acheter ces vaccins et de les mettre à disposition des États, avec l'idée finalement de le faire en complément au grand mécanisme COVAX qui se met en place. Donc voilà comment nous travaillons pour le moment. D'accord. Et donc, l'idée, c'est vraiment de partir dans une idée, dans une logique de soutien sur des groupes, les groupes prioritaires finalement. Quels sont pour nous les groupes prioritaires? Juste pour revenir, tu le disais tout à l'heure. C'est la même chose dans le monde entier. Donc le personnel soignant avec ce double objectif, la protection individuelle des soignants, mais aussi d'éviter que les hôpitaux deviennent des foyers de propagation du virus. Ça c'est une action importante. Donc le personnel de santé et plus largement le personnel qui travaille, on dit le personnel de première ligne, qui travaille vraiment sur l'épidémie, même en dehors des hôpitaux. Et puis, mais comme partout dans le monde, il faudra aussi identifier quelles sont les personnes qui ont des facteurs de sévérité, des facteurs de risque de forme sévère. Et là, aujourd'hui, dans nos hôpitaux, environ la moitié des cas et la moitié des décès ont moins de 60 ans. Donc c'est pas non plus c'est pas la même chose qu'ici en France, par exemple. Plus de 95% des décès ont plus de 65 ans. Tandis que dans nos hôpitaux, l'âge des décès est plus jeune, la moitié, moins de 60 ans. Et tu parlais des différents groupes de population. Il y a aussi différents vaccins, certains qui ont posent des problèmes en termes de gestion, par exemple, de la chaîne de froid, d'autres qui, selon certaines études, ne montrent pas la même efficacité contre, du moins, certaines formes de la maladie. Donc, comment on peut se positionner par rapport aux différents vaccins et dans une situation de pénurie où on n'arrive pas à avoir pas forcément les mêmes quantités de chaque vaccin partout comme on voudrait? Mais comme le monde entier, finalement, on suit jour après jour les résultats d'études. Chaque jour, chaque semaine, il y a des nouveaux résultats. Bon, il y a des nouveaux vaccins qui sortent, il y a des nouveaux résultats sur l'efficacité des vaccins ou sur l'efficacité des vaccins sur les nouveaux variants. Donc ça va encore changer, évoluer. Aujourd'hui, il y a deux vaccins qui semblent plutôt très efficaces, le vaccin de Pfizer et de Moderna. Donc très efficaces, mais qui nécessitent des chaînes de froid plus compliquées que les chaînes de froid classiques qu'on a à disposition dans les différents pays où on travaille. Donc des chaînes de froid à moins 80, ou moins 40, ou moins 20 degrés. Mais bon, c'est pas non plus infaisable, mais ça demande quand même une logistique plus costaud. Donc il y a ces vaccins-là. Et puis toute une série de vaccins
qui vont avoir des résultats d'efficacité divers et variés, mais il y a une différence entre une efficacité du vaccin au général et une efficacité sur les formes sévères et sur la mortalité. Donc, l'état de notre réflexion aujourd'hui, mais tout ça pourrait évoluer, mais c'est de se dire que pour un vaccin qui finalement réduirait de 50% les formes sévères et donc les hospitalisations à l'échelle d'une population, c'est un vaccin qui pourrait être vraiment intéressant. Réduire par 2 les hospitalisations, c'est déjà un résultat très très bon. Pour les soignants, c'est un petit peu différent, parce qu'avec le personnel médical, ce que l'on cherche, c'est qu'ils ne soient pas du tout malades pour qu'ils puissent continuer à travailler dans ces périodes extrêmement sous tension pour le personnel médical, quoi. Ce qu'on cherche, c'est qu'ils ne soient pas malades, mais ce qu'on essaye aussi, c'est qu'ils ne transmettent pas le virus. Donc c'est le point auquel je faisais allusion sur le fait que les hôpitaux ne deviennent pas des foyers de propagation de la maladie, quoi. Donc pour le personnel médical, idéalement, il faudrait un vaccin finalement avec une efficacité encore plus élevée pour empêcher au maximum que le personnel médical soit malade, même avec des formes légères, et puisse transmettre le virus. Donc effectivement, plusieurs vaccins possibles, plusieurs groupes. Il faut chercher aussi les vaccins plus adaptés en fonction des disponibilités et aussi des priorités par rapport à chaque groupe. Et est-ce que, Jean-Hervé, tu penses que la coopération médicale a été à la hauteur du défi? Il y a eu des discussions autour des producteurs, de la question de la propriété intellectuelle. Du coup, quel rôle jouent ces éléments dans la pénurie de vaccins actuels, à ton avis? Bah, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un effort incroyable qui a été fait pendant un temps très court finalement. Personne s'attendait à voir arriver ces vaccins à la fin de l'année 2020 au point d'être enregistrables par l'autorité de régulation américaine ou l'autorité de régulation européenne. Donc il y a plus de 100 vaccins en développement dans le monde, il y a différents types de vaccins, ils ont pas tous les mêmes mécanismes d'action, bien au contraire, il y a une véritable diversité, il y a une diversité des lieux de production, donc il y a plus tout. On voit des entreprises privées collaborer les unes avec les autres, par exemple on voit GSK avait prévu de collaborer avec Sanofi sur l'adjuvant du vaccin de Sanofi. Maintenant, Sanofi collabore avec Pfizer sur la mise en bouteille des doses du vaccin développé par Pfizer. Donc, moi, je pense que il y a toujours des angles morts et des choses à améliorer, mais à ce stade-là, c'est du jamais vu en positif, la situation réelle. Maintenant, pour les humanitaires, il s'agit d'être attentif par rapport à ce que tu disais de la situation des groupes à risque, parce que parfois les groupes à risque, c'est pas ceux dont on a l'habitude. La première vague de l'épidémie, là, en mars-avril 2020, personne, y compris assez peu MSF au début, en France, a remarqué que la population qui mourait beaucoup plus que les autres, c'était les résidents des EHPAD. Donc c'est un groupe à risque, les personnes très âgées et dépendantes, dont on n'a pas l'habitude, nous, dans notre profession. De même, dans certaines institutions, au Malawi, c'est bien le système de santé, mais il faut aussi aller voir dans la grande prison de Lilongwe ce qui se passe à l'intérieur de la prison ou ce qui se passe dans un camp de réfugiés historique. Est-ce que là, il n'y a pas un groupe à risque particulier? C'est-à-dire, les groupes à risque ne sont pas seulement fonction de facteurs biologiques, mais ils sont aussi fonction de situations sociales. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement, c'est ceux qui sont négligés par les autres. C'est la cible de l'humanitaire, c'est ça. C'est les patients qui n'intéressent pas les grandes institutions ou les patients sur lesquels les grandes institutions sanitaires ont un angle mort. C'est ça le rôle de l'humanitaire. Donc on essaye de jouer notre rôle dans cette situation qui est incroyablement mouvante. Sur la propriété intellectuelle, quand on a parlé de propriété intellectuelle il y a 20 ans, à la fin des années 90, au début des années 2000, on avait une situation pour certains médicaments, je pense notamment aux antirétroviraux,
où il y avait un monopole donné par la propriété intellectuelle à un fabricant, un producteur, un détenteur du brevet finalement. De ce monopole découlait une situation de prix très élevé. C'est quand on nous parlait de traiter les patients atteints du VIH en payant 10 000 $ par an, par patient, le coût du traitement, ce qui était quand même, ce qui rendait le traitement en Afrique impossible, par exemple, alors que l'Afrique était le continent le plus touché. Donc il y avait cette séquence, la propriété intellectuelle, monopole pour 20 ans, prix très élevé, pénurie, inaccessibilité notamment pour les plus pauvres. On voit bien que ce schéma-là, c'est pas le schéma qui est en train de se produire sur le vaccin Covid. Et vraiment, c'est presque l'opposé, quoi. Les prix, par exemple, quand on regarde les prix des vaccins Covid, ils sont très peu un obstacle, ils sont bas. Ils sont bas et ils représentent une toute petite fraction des dépenses générales faites par les pays pour la lutte contre cette pandémie. Donc ils sont pas aujourd'hui, personne ne dit que le prix des vaccins est un facteur bloquant. Donc là aussi, c'est une situation assez incroyablement positive qu'on démarre une grande épidémie comme ça, catastrophique, avec des vaccins obtenus aussi rapidement à des prix aussi bas. Et donc pour l'instant, voilà ce qui caractérise selon moi la situation. On entend des collègues parler de propriété intellectuelle, faire campagne pour qu'il y ait une collectivisation des produits de santé les plus intéressants, définis comme les plus essentiels. C'est une campagne qui a commencé il y a une quinzaine d'années environ. Donc les militants de cette cause-là se rappellent à la mémoire de tous à cette occasion-là, mais ils ont un discours général, il n'y a pas de situation concrète où il y ait pour l'instant un scandale. Ça viendra peut-être, hein, mais pour l'instant il n'y a pas de scandale avec la propriété intellectuelle dans cette affaire. Donc le discours sur la propriété intellectuelle, c'est souvent un discours pour prendre date, pour marquer des points dans la sphère politique, etc., mais pas un discours pour mieux organiser la réponse à la pandémie de Covid à laquelle on fait face aujourd'hui. Et en faisant l'avocat du diable, notamment sur le prix, donc j'entends bien, ce n'est pas le prix qui bloque. Est-ce qu'il y a quand même un souci d'équité? Comment les pays, notamment d'intervention MSF, donc des pays défavorisés à moindres ressources, peuvent-ils se procurer ces doses de vaccins sans que le prix soit bloquant? Aujourd'hui, je pense que le problème, c'est plus le rythme auquel ils se procurent les vaccins. Parce que les pays les plus riches les ont achetés en premier et finalement les ont en premier, mais c'est aussi les pays qui ont été les plus touchés par l'épidémie. Donc voilà, les vaccins sont les plus rapidement disponibles dans les pays les plus riches, mais ça peut se justifier au regard de l'épidémie, quoi. Les pays les plus pauvres, il est prévu qu'ils aient accès à des doses quand même très importantes de vaccins, notamment à travers le mécanisme COVAX. A priori, ils n'achètent pas les vaccins eux-mêmes dans ce mécanisme. Et puis, des pays à revenus intermédiaires ont réussi aussi, ont décidé d'affecter une partie des dépenses de l'État à l'achat de vaccins de façon bilatérale, notamment avec la Chine ou la Russie. Le Maroc a commencé à vacciner, l'Algérie a commencé à vacciner, le Liban a commencé à vacciner, l'Afrique du Sud avait commencé à vacciner, elle a fait marche arrière parce qu'il y avait un problème de variants pas suffisamment couverts par le vaccin, mais pour l'instant, c'est pas l'inertie. Hein. Les pays achètent, quoi. Les vaccins sont même un pays comme le Malawi, s'est dégagé un approvisionnement en vaccins. Nous, on pense l'aider sur la chaîne logistique, sur la chaîne de froid logistique, mais il a dégagé ses propres capacités. Alors après, c'est le nombre de doses que ces pays avec des ressources limitées auront. Parce que les premières doses, c'est assez facile d'avoir des premières doses, c'est des petits budgets, etc. Après, pour couvrir tous ces besoins de santé publique, là, il y aura un test et il y aura peut-être un problème. Si tu veux. Mais pour l'immédiat, c'est plutôt une question de timing, d'urgence
et pas d'accès général, de pouvoir se permettre les vaccins. C'est vraiment, il y a des priorités épidémiologiques aujourd'hui pour des situations spécifiques et c'est une question de rapidité de la mise à disposition d'un nombre de doses, du coup. Il y a cette question-là, et il y a peut-être quand même aussi la question du type de vaccin. Enfin, il y a donc la question de la rapidité de la mise à disposition des doses. Donc, tout à fait, donc, notamment dans le mécanisme COVAX, ça, c'est un nombre de doses extrêmement important. Et bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est vrai que ce serait intéressant quand même que ces doses soient attribuées au pays aussi en fonction de la situation épidémiologique, quoi, qu'il y ait une forme de mécanisme d'urgence au sein du COVAX pour que des pays qui sont touchés, des pays où il y a beaucoup de personnel médical malade, des pays où l'épidémie commence à monter, reçoivent rapidement ces vaccins pour être en mesure de vacciner, ne fût-ce que le personnel de santé. Après, on va voir, mais il y aura peut-être aussi une question sur le type de vaccin. Aujourd'hui, le vaccin qui va arriver au Malawi par l'Union africaine, c'est l'AstraZeneca. Bon, l'AstraZeneca, il semble quand même montrer une plus faible efficacité sur le variant sud-africain, qui est qui est la souche de Covid qui est présente au Malawi. Et donc, idéalement, on préférait un autre vaccin, on préférait un autre vaccin que l'AstraZeneca. En tout cas, à nouveau, très certainement pour le personnel de santé. Pour la population générale, il manque encore des données sur l'efficacité de l'AstraZeneca sur le variant sud-africain. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'efficacité sur les formes sévères, par exemple. Donc voilà, le rythme auquel les pays vont recevoir les vaccins et à mon avis, potentiellement aussi le type de vaccin. Si je ne me trompe pas, en France, aujourd'hui, dans les régions de France, en Lozère, où le variant sud-africain fait son apparition, ils choisissent les vaccins, quoi. Ils réaffectent d'autres vaccins. Mais c'est le même débat un peu partout, y compris en France. Par exemple, là, ça flambe dans l'est de la France, dans le département de la Moselle. Est-ce qu'on a alloué plus de vaccins à ce département et à cette région? C'est pas encore clair. Donc, ce type de problème d'allocation des vaccins en fonction de la situation épidémiologique, de sa sévérité, etc., c'est un problème un peu partout. Il n'y a pas une division nord-sud pour l'instant à ce point-là, sur cette question-là. Mais encore une fois, ce qui caractérise la situation, c'est sa grande fluidité, quoi. Sa grande fluidité dans trois domaines. C'est le biomédical, les qualités des vaccins, des traitements, les évolutions des virus. Le domaine industriel, est-ce que les industries du médicament ont cette capacité-là de produire à l'échelle du milliard en quelques mois, en moins d'une année? Peut-être, mais personne, tant que ça n'a jamais été fait, n'est en mesure d'être complètement affirmatif. Donc, moi, je pense Et puis, le troisième régime d'incertitude un peu bloquante, c'est celui dont vous venez de parler, c'est à qui doivent aller les vaccins, et quel vaccin doit aller à qui pour protéger au mieux les groupes les plus à risque. Et c'est encore une fois, c'est la mission de l'humanitaire de s'intéresser aux gens qui sont un peu négligés, quoi, par les systèmes de santé publique.